Bienvenue dans Xenius. C'est l'hiver, notre souffle part en fumée. Bref, il fait froid, raison pour laquelle ma collègue Caro se présente devant vous bien protégée par de multiples couches de vêtements chauds. Un vrai millefeuille textile selon le bon vieux principe de l'oignon. La même méthode a été utilisée pour l'isolation de la maison rose derrière moi. Cette bâtisse du XVIe siècle a été entièrement rénovée et isolée à l'aide des matériaux les plus modernes. Le résultat semble convaincant, du moins vu de l'extérieur. Ni trace de givre, ni tache d'humidité, et en plus, elle est très jolie. Comme toi. Nous sommes à Memmingen, dans le sud de la Bavière, pour vous montrer, comme pour cette maison, les avantages d'une bonne isolation, pour le porte-monnaie, mais aussi pour l'environnement, puisque cela réduit sensiblement les besoins en chauffage. Mais il faut évidemment savoir comment et où isoler et quels matériaux choisir. Toutes ces questions seront abordées aujourd'hui, car il existe sur le marché une large gamme de matériaux isolants. Munich, fin octobre, 6 h du matin, 1 heure avant le lever du soleil. Température extérieure, 0 degré. Pour Niels Dobner, conseiller en gestion d'énergie, c'est le moment idéal pour traquer les points faibles de nos maisons. Les endroits par lesquels de précieuses calories s'échappent à l'extérieur. Sa caméra thermique montre que les maisons anciennes sont particulièrement mal isolées. Un vrai gaspillage d'énergie et d'argent. Pourtant, les solutions ne manquent pas. Une bonne isolation de la toiture permet ainsi d'économiser jusqu'à 40% sur le budget de chauffage. Les qualités ou défauts des matériaux pouvant être utilisés sont testés à l'Institut de recherche sur les isolants thermiques près de Munich. Les chercheurs s'intéressent à la conductivité thermique de la laine de verre. Plus le coefficient de conductivité est bas, meilleures sont les propriétés isolantes. La laine de verre et la laine de roche ont des coefficients particulièrement intéressants. Bien visible au microscope, la structure des fibres minérales piège une grande quantité d'air, l'un des meilleurs isolants qui soit. Pour ceux qui préfèrent les matériaux naturels, les panneaux en fibre de bois, en lin ou en chanvre représentent une bonne alternative. Seul bémol écologique pour les panneaux en chanvre, ils contiennent des fibres de polyester en faible quantité pour améliorer leur résistance au feu. En comparant ces différents produits isolants écologiques, le chanvre reste un bon choix, avec un coefficient d'isolation correct et peu d'additifs. Mais le toit n'est pas la seule source de fuite thermique. L'isolation de la façade permet elle aussi de réduire jusqu'à 30% la facture de chauffage. Tout le monde connaît les bons vieux panneaux de polystyrène collés sur la façade. Mais les chercheurs ont développé beaucoup mieux. Ils ont réussi à améliorer les propriétés isolantes du polystyrène. La différence apparaît là aussi sous le microscope. De fines particules de graphite réfléchissent les rayonnements infrarouges, c'est-à-dire la chaleur émise par la maison. Le polystyrène graphité permet ainsi de réduire l'épaisseur de l'isolant. Plus cher que les matériaux classiques, cet investissement est largement compensé par ses qualités selon les experts. Le choix de cet isolant plus évolué est parfaitement justifié. Si vous prenez le coût de location d'un échafaudage et de la main-d'œuvre, la part du matériau est assez faible comparée au coût total de l'opération. Lors de son travail, Niels découvre parfois des maisons anciennes bien isolées, comme ici. Comparé à la maison à droite sur l'écran de la caméra thermique, la perte de chaleur est parfaitement maîtrisée. Un résultat obtenu grâce aux matériaux de nouvelle génération, comme les panneaux isolants sous vide. Ils sont formés de silice compressé, placé sous vide dans une pochette en plastique soudé. Un procédé développé par les chercheurs du Centre d'énergie appliquée à Würzburg. Grâce au vide, la conductivité thermique de ces panneaux est quasi nulle, permettant ainsi de réduire au minimum l'épaisseur de l'isolant. Une pièce de monnaie dans la pochette permet de visualiser le vide. Inconvénient de ce matériau,
son coût de fabrication. Lors d'un test de vieillissement accéléré, les scientifiques constatent aussi que le plastique devient poreux avec le temps, provoquant une altération des propriétés isolantes au bout de 10 ans seulement. L'utilisation des panneaux sous vide n'est donc justifiée que dans des cas bien particuliers. Ce produit peut convenir pour l'isolation d'endroits exigus ou pour des bâtiments anciens avec des plafonds très bas, ou encore derrière des radiateurs. Pour cette maison, rénovée et isolée récemment avec des matériaux courants, le bilan thermique est impressionnant, avec une économie de chauffage de près de 80%. L'investissement est donc amorti en 10 ans, voire plus tôt, en prenant en compte l'augmentation du prix des combustibles fossiles. Pour Niels Dobner, l'opération est donc doublement payante. Elle permet de réduire la facture de chauffage et préserve notre climat. Monsieur Henkel, est-ce que vous saviez vraiment ce qui vous attendait en vous lançant dans cette aventure? Je savais qu'il y avait du travail. Nous avons découvert petit à petit la vraie ampleur du chantier. Mais là, il était trop tard pour reculer. Quelles étaient vos priorités, les travaux les plus urgents pour rénover cette maison, pour la mettre aux normes en quelque sorte? Toutes les infrastructures étaient à refaire, évidemment. Les installations sanitaires, chauffage, ventilation, électricité, tout cela n'était plus aux normes. Il a fallu tout démonter. Mais le principal problème était de consolider la maison. Elle était à 2 doigts de s'écrouler. L'idée était aussi d'optimiser le bilan thermique, j'imagine. Avant, il fallait stabiliser les fondations, bien sûr, mais sur le plan des économies d'énergie, vous aviez une idée précise? La première étape est de s'informer. Il faut un concept cohérent du grenier à la cave, même s'il est impossible à réaliser complètement. Commençons par le haut. Qu'avez-vous fait pour le toit? J'ai consulté l'architecte des monuments historiques pour voir quelles poutres pouvaient être consolidées et lesquelles je devais conserver en l'état. Il fallait d'abord stabiliser la charpente. Et pour l'isolation? D'abord la couverture, et puis l'isolation. Quel isolant? Nous avons mis une double couche d'isolant. Des panneaux en bois d'abord, comme protection contre la chaleur en été, et ensuite un doublage de laine minérale. De la laine de roche? Oui. Nous avions assez de hauteur pour réaliser une bonne isolation de 24 à 28 cm d'épaisseur. Le toit est donc bien isolé. Le toit est bien isolé, en veillant bien sûr à mettre en place des pare-vapeurs pour éviter que l'humidité ne pénètre dans l'isolant. Qu'en est-il des façades donnant sur la rue et vers l'arrière? Vous avez dû trouver des solutions différentes? Oui, radicalement. Côté rue, la façade comprend des éléments d'ornement historique. Pas question donc d'isoler de l'extérieur. Il a fallu isoler de l'intérieur. Côté sud, par contre, nous avons pu opter pour un système d'isolation extérieure moins cher et plus rapide à mettre en place. Une isolation intérieure est toujours source de problèmes. Autrement dit, la restauration de cette maison classée monument historique n'a pas été une mince affaire, avec des contraintes pour isoler la façade depuis l'extérieur, par exemple. Oui, en achetant cette maison, nous savions qu'elle était classée et qu'il fallait préserver certains éléments comme la façade. Mais à l'intérieur aussi, nous avions des plafonds avec des moulures en stuc. Les monuments historiques ne voulaient pas qu'on touche à ces éléments. Et il est impossible de poser un isolant à l'intérieur sans toucher aux moulures. Vous avez trouvé une solution pour préserver le plafond tout en isolant?
Oui, j'ai enlevé les moulures, j'ai fixé l'isolant et j'ai remis les moulures en place légèrement décalées. Personne ne l'a vu. Même l'architecte des monuments historiques n'y a vu que du feu. Il existe aujourd'hui des matériaux performants pour isoler une maison comme celle-ci, mais tout cela a un coût. Qu'en était-il pour votre chantier? Les matériaux ne sont pas si chers que cela. Ce qui coûte cher, c'est la pose. Merci beaucoup. Rien de plus facile pour isoler une façade qu'une couche de polystyrène et une couche de crépi. Un classique. Mais avec un peu d'imagination, il y a d'autres alternatives. Par exemple, une isolation thermique qui ne respecte pas seulement la nature, mais où la végétation elle-même fait office d'isolant. Façade ou œuvre d'art? Nous sommes au cœur de Paris, devant le mur végétal du musée du Quai Branly. Créée en 2005 par le botaniste Patrick Blanc, cette façade organique, à 2 pas de la Tour Eiffel, correspond parfaitement à l'ère du temps. Les jardins verticaux sont à la mode, et pas seulement en France. La ville de Vienne s'est elle aussi dotée d'un jardin botanique vertical. Depuis 1 an, le siège des services de gestion des déchets s'est mis au vert. Un choix risqué, car les paysagistes n'ont pas d'expérience à long terme avec les façades organiques. Mais Karl Schweiger s'est battu pour cette solution. La façade commençait à vieillir et nous avons cherché un concept pour changer l'aspect du bâtiment. Nous avons envisagé différentes options comme les panneaux en verre, des éléments isolants et les murs végétaux. Nous étions séduits par les qualités de la façade verte et c'est ce projet qui a été retenu. Les arguments décisifs étaient la volonté de créer de nouveaux espaces verts au centre-ville tout en réalisant des économies d'énergie. Un cahier des charges exigeant confié aux chercheurs de l'Institut d'agronomie. Bernhard Scharff a suivi le projet depuis ses débuts. Sa première mission, trouver une structure adaptée aux 5 étages du bâtiment administratif. Il a proposé des bacs en aluminium. Comme pour toutes les structures de façade, la sécurité était essentielle. Le système devait résister aux pires conditions climatiques. Pas question que des éléments puissent se détacher ou casser. La structure devait résister aux racines et à l'humidité du système d'arrosage. Il n'y a pratiquement que les métaux qui répondent à ces impératifs. Les bacs en alu sont remplis de granulés en argile. L'arrosage est assuré par un système de goutte à goutte au-dessus des bacs. La structure est séparée de la façade par une mince lame d'air. Cette lame d'air sert à évacuer l'eau excédentaire pour éviter une dégradation de la façade et elle assure aussi un rôle d'isolant thermique, un peu comme nos vestes d'hiver. Ce n'est pas le tissu qui nous réchauffe, mais l'air entre le tissu et la peau. Le coussin d'air fait aussi barrière à la chaleur. Lors d'une belle journée d'été, Bernhard Scharff mesure la chaleur réfléchie par la façade avec une caméra thermique. Le résultat est probant. La façade de la maison voisine affiche 40 degrés contre 28 degrés seulement pour la façade verte. De quoi faire l'économie d'un système de climatisation. L'aspect le plus délicat est l'arrosage des plantes. En plein été, la façade consomme jusqu'à 1800 litres d'eau par jour, distribuée par 12 circuits d'arrosage. Pour éviter que les plantes ne dessèchent, Bernhard Scharff installe des sondes d'humidité. Pour cela, il utilise les grands moyens. Ce système d'arrosage contrôlé par des sondes électroniques doit assurer une répartition de l'eau selon les besoins des plantes. Ces besoins varient en fonction de la hauteur et de l'exposition de la façade. Mais qu'en est-il au printemps avec des températures plus basses? Quel est le pouvoir isolant du couvert végétal? Des capteurs thermiques scellés dans le mur peuvent apporter des réponses. Pour Karl Schweiger, cet aspect est primordial, car les 400 000 € investis dans cette opération doivent être partiellement amortis par des économies d'énergie. Les capteurs sont fixés derrière la façade végétale, mais aussi derrière le crépi nu.
Les variations de température sur la façade nue sont illustrées par la courbe rouge. Sur la façade nue, la température est d'environ 11 degrés, alors que derrière le mur végétal, nous avons entre 14 et 15 degrés. L'effet tampon est donc bien réel, et le gain thermique est mesurable à l'intérieur. Les pertes caloriques sont donc moins importantes derrière la façade verte qu'aux endroits où la façade n'est pas protégée. Dans quelques temps, on connaîtra les économies réalisées grâce à la façade organique. Mais le jardin vertical apporte d'ores et déjà une belle touche de verdure dans la ville. Du jardin vertical à la maison Renaissance Rose de Memmingen. Je m'adresse à notre spécialiste en gestion de l'énergie, Dieter Hertz. Si je vous consulte en tant que propriétaire pour savoir où sont les points faibles de ma maison, vous me direz quels sont les endroits stratégiques par lesquels la chaleur s'échappe vers l'extérieur? En quelques mots, toit, mur, fenêtres, plafond de la cave et chauffage. Vous utilisez une caméra thermique pour détecter les fuites? C'est une possibilité, oui. Pour des maisons anciennes dont on ne connaît pas la structure, c'est un bon choix. Mais lors des expertises énergétiques de bâtiments construits après-guerre, par exemple, les points faibles sont connus, à moins d'une rénovation récente dont on ne sait pas si elle a été bien faite. Dans ce cas, la caméra peut compléter l'expertise. Les maisons d'avant-guerre, par exemple, sont de meilleure qualité qu'après la guerre, où ils étaient pressés de reconstruire. Mais à partir des années 70, le bilan énergétique des constructions est assez similaire, autour de 25 litres de fioul ou 250 kWh par mètre carré et par an environ. Qu'en est-il des fenêtres? Je sais par expérience que les fenêtres sont souvent une source de courant d'air. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas? Dans cette maison, par exemple? Les anciennes fenêtres n'avaient pas de joints. Elles n'étaient donc pas étanches, ce qui assurait une aération naturelle de la maison. Une ventilation automatique en quelque sorte. Oui. Cela dit, les rebords de fenêtres étaient munis d'une rainure pour recueillir l'eau de condensation qui se déposait sur les vitres mal isolées. C'était même un avantage, si on veut, parce que les courants d'air et le manque d'isolation des vitres contribuaient à assainir l'air, en évacuant l'humidité. Autrement dit, en installant des fenêtres étanches, il faut aussi installer un système de ventilation. Oui. En isolant la maison, il faut veiller à créer une ventilation suffisante pour maintenir le taux d'humidité à un niveau comparable à celui d'avant. C'est pour cela qu'il est stipulé dans mon bail que je dois aérer tous les matins? Oui. Même en installant des fenêtres étanches, il faudrait aérer 5 ou 6 fois par jour pour évacuer l'humidité. Ces règles sont peut-être valables avant rénovation, mais elles ne servent plus à rien dans une maison isolée, où il faut absolument envisager l'installation d'une ventilation automatique. Comment fonctionne ce système? J'imagine que cette espèce de haut-parleur fait partie du circuit de ventilation. Oui, c'est un élément de la ventilation. L'air est insufflé dans les pièces de séjour, comme le salon ou la salle à manger, alors qu'il est aspiré dans la cuisine, dans la salle de bain et aux toilettes. Ce flux d'air permanent permet de maintenir une bonne qualité de l'air ambiant, en réduisant non seulement l'humidité, mais aussi le taux de gaz carbonique. Est-ce que l'on peut comparer le gain en termes de bilan énergétique entre cette maison et un bâtiment traditionnel? On peut se baser sur les normes de construction des années 70, par exemple, avec une consommation énergétique de 25 litres de fioul par mètre carré et par an. À titre de comparaison, cette maison consomme 5 litres seulement, c'est-à-dire 5 fois moins. La consommation d'eau chaude sanitaire est équivalente, puisque les habitants prennent autant de douches qu'avant. Mais le bilan carbone est amélioré d'un facteur 3 environ. C'est impressionnant. Oui, c'est énorme. Le bilan dépasse même de 30% les normes fixées en 2007 pour les nouvelles constructions. Il y a peu de bâtiments historiques en Allemagne qui arrivent à un tel bilan énergétique et disposent même d'une VMC. Vous avez fait du bon travail. Le propriétaire aussi. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose tout de suite de découvrir les avantages d'une maison construite selon les normes les plus modernes en matière d'isolation et de ventilation. Vous écoutez les tubes de votre jeunesse sur Bayern 1 avec Ricky Nelson.
Uwe anime l'émission du matin sur Bayern 1. Au programme, musique, bonne humeur et des thèmes comme les économies d'énergie. Les énergies fossiles s'épuisent. Il faut donc trouver d'autres sources d'énergie, et vite. Mais lesquelles? Uwe a trouvé une solution pour lui-même et sa famille. C'est plus ou moins le hasard qui l'y a conduit. L'été 2006, j'avais emmené des magazines d'architecture en vacances, plus pour tuer le temps qu'autre chose. En lisant ces journaux, je n'en revenais pas de tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, y compris construire une maison sans chauffage. J'ai calculé les économies que je pouvais réaliser en 10 ou 20 ans avec une facture de fioul domestique de 2400 ou 2500 € par an. Peu après, nous avons lancé notre chantier de construction. Voici la nouvelle maison de la famille Erdelt. Une maison passive, construite en 4 mois seulement. Son secret, une isolation à toute épreuve. Très important, les murs de 50 cm d'épaisseur, avec une isolation de 30 cm de cellulose injectée par soufflage et un doublage de 10 cm de chanvre à l'intérieur. Autre élément essentiel, le triple vitrage. On voit bien le reflet de la flamme dans les 3 épaisseurs de verre. Grâce à cette isolation, il fait chaud en hiver et frais en été à l'intérieur. Mais pour cela, il faut que la maison soit à l'abri des courants d'air. Bienvenue dans notre maison passive étanche. La preuve, impossible de claquer les portes ici. Voilà. La porte ne claque pas parce que l'air ne peut pas s'échapper de cette pièce. Et surtout, l'air froid ne peut pas entrer. Alors comment renouvelons-nous l'air? Avec un système de ventilation qui se trouve dans ce local technique. C'est le cœur du système, avec son échangeur d'air et sa centrale de régulation. La ventilation double flux insuffle en permanence de l'air frais dans la maison. En même temps, l'air vicié est évacué vers l'extérieur, cédant au passage sa chaleur à l'air frais entrant. Partant très froid, l'air est chauffé par un chauffage électrique. Une centrale de contrôle régule la température, non pas pour chaque pièce, mais pour l'ensemble de la maison. L'air frais est distribué dans toute la maison à travers ces tuyaux isolés. Ce tuyau, par exemple, va jusqu'au séjour. De l'autre côté, l'air sort par cette grille d'aération. Et le jour où nous avons des invités, j'appuie sur le bouton Faites, et voilà, le débit d'air augmente. Et à l'heure de la douche, grâce à l'aspiration, la vapeur d'eau est évacuée rapidement. Fini les miroirs embués et les joints moisis. L'enveloppe étanche de la maison permet aussi de récupérer les calories des nombreuses sources de chaleur, comme les appareils électriques et même les habitants. Voilà, 2 toasts dorés à point, ça fait 0,3 degrés de plus dans la pièce ou sur la peau. Et les jours de grande chaleur, il suffit d'ouvrir une fenêtre. Ce qui est en principe inutile, car l'aération par ventilation à double flux suffit amplement aux besoins quotidiens. Après 1 an dans leur maison passive, les Erdelt sont plus que jamais convaincus par leur choix. On n'a jamais froid, il n'y a pas de courant d'air. Et comme nous sommes tous allergiques au pollen, les filtres de la ventilation qui empêchent le pollen d'entrer dans la maison sont un élément de confort appréciable au printemps et en été. Selon les calculs d'Uwe, sa maison serait même à énergie positive car il a fait installer des panneaux solaires pour produire de l'énergie thermique et photovoltaïque. Du coup, sa maison génère plus d'énergie qu'elle n'en consomme pour produire de la chaleur et de l'eau chaude. Quand je me balade ici et que je vois toutes ces cheminées qui crachent de la fumée et que je regarde ma maison en comparaison, il y a bien une cheminée, mais nous ne sommes pas obligés d'allumer. Que Poutine décide d'ouvrir ou de fermer les vannes de gaz, ou que le prix du pétrole augmente au Moyen-Orient, cela m'est bien égal. Ça ne va rien changer pour moi. Les solutions pour optimiser la gestion de l'énergie dans nos maisons ne manquent donc pas. Avec un peu d'imagination, il est même possible de produire un surplus d'énergie. La maison devient en quelque sorte une mini-centrale.
Pas mal, non? Et l'exemple de notre maison Renaissance prouve aussi que même les vétérans du parc immobilier peuvent être mis aux normes les plus modernes. Et pourquoi pas rénover des villes entières? Ce serait un vrai bol d'air pour notre planète. Bonne idée. J'espère que je serai une petite vieille aussi fringante. Tu as déjà les joues roses en tout cas. À la prochaine! Salut. Quatschbirne.